Alors la grande question, ville ou banlieue, où est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre, économiquement parlant? C'est une question qui touche des millions de personnes et on va plonger au cœur de cette tension entre le centre-ville et la périphérie. Ok, on commence fort avec cette phrase. Ça attaque directement le fameux rêve de la petite maison avec son jardin. Mais alors, pourquoi une critique aussi virulente? Eh bien tout simplement parce que ce modèle, qui a fait rêver pendant des décennies, est maintenant au cœur d'une véritable crise du logement. Et pour bien saisir l'ampleur du truc, regardez ce chiffre. Près de 50%. C'est énorme. On parle de quasiment la moitié des locataires qui galèrent à payer leurs factures chaque mois. Ce n'est plus un petit problème de quelques-uns, non. C'est une vraie crise de l'accessibilité qui touche tout le monde, que ce soit en ville ou en banlieue. Alors, comment on en est arrivé là et surtout comment on s'en sort? Voilà le programme. On va d'abord regarder le rêve américain qui s'est un peu brisé, puis on verra comment on a construit cet étalement urbain. Ensuite, on pèsera le pour et le contre entre la ville et la banlieue avant de voir comment on peut réinventer tout ça pour enfin construire un meilleur avenir. On en arrive donc à ce constat, le rêve américain est un peu cassé. On se retrouve face à une crise où en fait aucun des deux modèles ne semble vraiment fonctionner. D'un côté, la vie en ville est devenue hors de prix pour plein de gens. De l'autre, la banlieue classique, elle montre ses limites, que ce soit financièrement ou socialement. Ce rêve d'un logement stable et abordable, il paraît de plus en plus lointain. Et pour comprendre pourquoi, il faut faire un petit tour en arrière. Parce que, attention, le paysage qu'on a aujourd'hui, avec ces immenses banlieues, ce n'est pas arrivé par hasard, pas du tout. C'est le résultat de décennies de politiques bien précises, de décisions qui ont été prises pour encourager activement cet étalement. Regardons quelques dates clés. Tout commence vraiment dans les années 30. Une agence fédérale, la FHA, se met à standardiser la construction des quartiers et, surtout, à rendre les prêts immobiliers beaucoup plus faciles à obtenir. Le résultat? Boum, une explosion de la construction en banlieue. Mais à peine 30 ans plus tard, dans les années 60, on commence déjà à se rendre compte que, oups, ces règles posent peut-être quelques problèmes. Et c'était quoi, ces règles? C'était très concret. Pour avoir son prêt, il fallait suivre le cahier des charges. Pas de trottoir, des rues en cul-de-sac, bien sinueuses, histoire que personne n'ait envie de marcher. Et surtout, une séparation très stricte entre les zones où on habite et les zones où on fait ses courses. En gros, ces règles ont tout simplement programmé la dépendance à la voiture directement dans le béton et l'asphalte. Et ça nous amène pile au cœur du problème économique. D'un côté, on a la ville, un moteur hyper puissant, super productif, et de l'autre, la banlieue. Ça a l'air moins cher au premier abord, mais on va voir que son modèle financier est en fait assez fragile. Pour vraiment piger la force des villes, il y a un concept clé à connaître, les économies d'agglomération. C'est un peu un mot barbare pour une idée toute simple. Quand on met plein de gens talentueux, plein d'entreprises et plein de cultures au même endroit, ça crée une sorte de magie économique. Ça booste l'innovation, ça crée des opportunités, bref, ça fait tourner la machine. Au final, c'est une histoire de compromis. La ville, elle offre une productivité dingue, des opportunités partout. Mais les coûts, comme le loyer, on les voit tout de suite et ils sont élevés. La banlieue, elle, offre de l'espace et ça a l'air abordable. Mais ces coûts à elle, ils sont cachés. C'est l'entretien des routes, des égaux, une dette invisible qu'on refile aux générations suivantes. Et cette métaphore, elle est assez parlante, non? Comparez ça à un système de Ponzi. L'idée derrière, c'est que le modèle financier de la banlieue ne tient pas la route à long terme. Il a besoin de toujours plus de nouvelles constructions pour payer l'entretien des vieilles infrastructures. Mais le jour où la croissance s'arrête, tout le système risque de s'effondrer et les mairies se retrouvent avec des dettes monstrueuses. Et le coût de tout ça, il est juste astronomique. 1,2 milliard de dollars. C'est le trou dans le budget rien que pour entretenir les routes et les ponts aux États-Unis. C'est une conséquence directe de ce modèle d'étalement qui s'étend à perte de vue. Bon, ok, le constat est un peu sombre. Mais alors, on fait quoi? Face à tous ces problèmes, il y a une nouvelle approche qui commence à faire son chemin. Une sorte de troisième voie pour essayer de corriger les erreurs du passé, sans avoir à choisir entre la ville hyper dense et la banlieue qui s'étale. Et la solution, la voici, le réaménagement suburbain. Le concept est super simple en fait. On prend ce qui existe déjà, un vieux centre commercial qui périclite par exemple, et on le transforme complètement. On en fait un vrai quartier, un lieu vivant où on peut habiter, bosser, sortir, le tout sans forcément avoir besoin de sa voiture. Et pourquoi est-ce que les mairies adorent cette idée ? Il suffit de regarder les chiffres. Un projet mixte comme le Mosaic District, ça demande beaucoup moins d'infrastructures publiques, donc ça coûte moins cher à entretenir, et en plus, ça rapporte beaucoup plus de taxes qu'un centre commercial classique. Pour une ville, le calcul est vite fait, c'est du gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Il y a quelque chose de plus profond. Ces nouveaux aménagements, ils répondent à un besoin humain essentiel, le lien social. Parce que le design des banlieues traditionnelles a souvent créé beaucoup d'isolement. Là, en créant des places publiques, des lieux où on peut se croiser, on recrée de la communauté, de l'interaction.
Et attention, le réaménagement, ce n'est pas la seule piste. Il y a plein d'autres idées qui émergent. On voit des communautés entièrement planifiées, des maisons préfabriquées de bien meilleure qualité qu'avant, et bien sûr, on construit de plus en plus de logements le long des lignes de transport pour, encore une fois, moins dépendre de la voiture. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'avenir, ce n'est peut-être pas de devoir choisir son camp, la ville ou la banlieue. C'est peut-être plutôt de piocher les meilleures idées des deux pour construire quelque chose de nouveau. Voilà la thèse centrale en fait. Le but, ce n'est pas de dire « la ville c'est mieux » ou « la banlieue c'est mieux ». Le but, c'est de créer des endroits où il fait bon vivre. Des lieux qui sont durables, abordables et où les gens se parlent. Et ces principes-là, on peut les appliquer absolument partout. L'important, ce n'est pas tant l'étiquette ville ou banlieue, mais la qualité de ce qu'on construit. Et tout ça, ça nous laisse avec une sacrée question pour l'avenir. On a passé 75 ans à construire les banlieues telles qu'on les connaît. Les choix qu'on a faits hier ont dessiné notre monde d'aujourd'hui. Alors les décisions qu'on prend maintenant, elles vont façonner le monde de demain. La vraie question, c'est à quoi voulons-nous que nos futures communautés ressemblent ?